La fête continue, mais certains restent à l'écart. ¿Os gusta la fiesta que estáis celebrando? Desde luego, a mí no me gusta, porque es una fiesta que a mí no me conviene, ni conviene al pueblo saharaui. Y no me conviene ni me gusta tampoco esta fiesta. ¿Por qué crees que no conviene esta fiesta al pueblo saharaui? Porque el pueblo saharaui, como no le pertenece a Marruecos y pertenece solo al Frente Polisario, y todo saharaui que le corra sangre por las venas, no le conviene esta fiesta. L'armée marocaine prend possession du Sahara occidental, au milieu d'une farouche opposition du Polisario. Des milliers de Sahraouis fuient devant les troupes de l'envahisseur en direction de l'Est, à travers le désert. Quand les Marocains sont arrivés, je ne pouvais pas partir. Alors j'ai décidé d'envoyer les enfants seuls. J'avais peur en voyant tous ces gens égorgés autour de moi. On avait peur d'être kidnappés. Et donc on a pris la fuite. On m'a dit qu'il y avait des morts, que les Marocains avaient attaqué le Sahara. Beaucoup de gens se sont enfuis, ceux qui ont pu. C'était la panique. Les gens se bousculaient, fuyaient dans tous les sens. Si on partait d'un côté, on risquait de tomber sur les Mauritaniens et de l'autre sur les Marocains. Nous nous sommes réfugiés dans les montagnes et nous nous sommes cachés dans les ravins. Les avions nous bombardaient sans arrêt. Le jour où ils ont attaqué, tous les enfants étaient en train de jouer. Un avion nous a survolés à toute vitesse. Il dégageait de la fumée. Nous ne savions ni d'où il venait, ni de quel bord il était. Le Polisario célèbre l'avènement de sa nouvelle nation en exil, la République arabe sahraoui démocratique. Mais ils sont sans toit, déchus, réfugiés en Algérie, entièrement tributaires de la charité de leurs hôtes. L'assistance de l'Algérie au Polisario a été pratiquement totale. Ces gens-là sont arrivés en nombre important dans un état de dénuement total. Il a fallu, je crois, les vacciner, les installer dans un campement, les installer dans un lieu qui était hautement symbolique, qui était Tindouf, qui était un lieu de litige entre le Maroc et l'Algérie. Il a fallu leur donner des vêtements, des vivres, etc., avant que l'aide humanitaire ne puisse se mettre en place. En aidant le Polisario, le président algérien Ouari Boumedienne cherche à donner à l'Algérie une stature de puissance régionale, notamment vis-à-vis de ses grands rivaux d'Afrique du Nord, les Marocains, qui de leur côté craignent qu'ils ne se servent du Polisario contre eux comme d'une armée par procuration. Vous êtes obligé de, malheureusement, de vous mettre autour d'une table par quelqu'un qui est téléguidé. Pour nous, quand on parlait avec les gens de Polisario, on parlait avec les Algériens. C'était la politique algérienne, c'était le point de vue des Algériens. La cause de la liberté doit être défendue partout. Nous avons subi la domination française et nous les avons vaincus après une guerre très sanglante, qui est devenue un exemple pour nombre de mouvements de libération dans le monde. Et durant les années 60, nous avons accueilli beaucoup de ces mouvements de libération en Algérie. Angola, Mozambique, Cap-Verde, Guinée-Bissau et ANC, tous avaient leur siège à Alger, qu'on appelait à l'époque la Mecque des révolutionnaires. C'était donc une politique de la part de l'Algérie d'aider les mouvements de libération partout dans le monde. Et cette aide, le chef du Polisario, Al-Wali Mustafa Sayed, en a particulièrement besoin. Durant l'année qui suit l'annexion par le Maroc du Sahara occidental, le Polisario ne chôme pas. Il faut s'occuper des réfugiés en Algérie et en même temps organiser tant bien que mal une armée. Mais il y a une victoire possible.
À défaut de vaincre le Maroc, qu'il a jeté dehors, il peut s'attaquer au plus faible de ses deux ennemis, la Mauritanie, qui tient la partie sud du Sahara occidental. En juin 1976, une colonne du Polisario effectue un voyage de 1500 km vers le sud pour aller bombarder la capitale, Nouakchott. L'attaque contre la ville sans défense est un succès. Mais durant sa retraite, le Polisario subit un coup terrible. Les guérilleros sont cernés par l'armée mauritanienne. Dans la fusillade qui s'ensuit, des centaines de combattants du Polisario sont tués, dont leur chef, El Weli. Le Polisario se remet de cette défaite. Et dès 1978, ses attaques contre la Mauritanie commencent à porter à celle-ci des coups sévères. Beaucoup visent le train de minerai de fer reliant Zouérat à Nouadhibou, ce qui pénalise gravement l'économie mauritanienne. Le président de la Mauritanie, Ould Daddah, paie le prix d'une guerre impopulaire. En 1978, il est renversé et un an plus tard, la Mauritanie renonce à toute revendication sur le Sahara occidental. Le Polisario peut maintenant tourner toute son attention vers le Maroc. En 1979, la guerre atteint son paroxysme. Mieux équipé grâce à l'aide de la Libye, mais inférieur au Maroc en nombre et en armement, le Polisario a appris à exploiter au mieux ce qui fait sa force, les raids à travers le désert. Nous ne pouvions pas disposer du matériel dont disposait l'armée marocaine. Nous avons donc dû adopter une tactique de guerre à base de coups de main. Une guerre rapide. Une tactique que reflète à merveille la bataille de Egounia. Grâce à sa vitesse de mouvement, le Polisario réussit à prendre en embuscade une colonne marocaine de 250 hommes au milieu d'une grande plaine entre des collines. Les Marocains sont piégés. La plupart se retirent, mais 3 camions et 35 hommes sont cloués. Les combattants du Polisario fondent sur eux des deux côtés et la fusillade se fait quasiment à bout portant. 32 Marocains sont tués et l'équipement saisi est emmené. Les survivants sont faits prisonniers. En 1979, je pense qu'ils pouvaient caresser le rêve d'une indépendance réelle. Ils avaient, en tout cas sur le plan militaire, ils étaient tout à fait vainqueurs et ils maîtrisaient bien le terrain. Ils avaient toute la politique de Boumedienne derrière eux. L'Algérie était extrêmement puissante. Mais aux États-Unis, une nouvelle administration s'installe, animée d'une idéologie de guerre froide implacable. Une administration toute prête à aider puissamment un vieil ami dans le besoin. Nous étions inquiets car nous considérions que le Polisario était en quelque sorte le bras armé des Algériens, qui eux-mêmes étaient celui des Soviétiques. 95% de l'équipement militaire de l'Algérie, qui était bien plus important que tout ce qu'on a pu donner ou vendre aux Marocains, était soviétique. Nous avons donc pensé que les Algériens tentaient ainsi de s'assurer un port sur l'Atlantique. Et s'ils l'avaient, ce seraient les Soviétiques qui l'auraient. Les armes américaines sont évidemment une grande aide pour les Marocains. Mais en 1980, les combattants sahraouis se retrouvent confrontés à une arme nouvelle et potentiellement beaucoup plus dévastatrice. Ce mur a été construit par les Marocains en 1985 pour se protéger, car ils avaient perdu plusieurs batailles contre les Sahraouis. Ils l'ont donc construit pour contrer les attaques nocturnes et répétées dont ils étaient la cible. Ce long mur défensif a été conçu pour empêcher le Polisario de pénétrer au Sahara occidental et consolider le contrôle du Maroc sur le territoire.
Entre 1981 et 1987, 6 sections sont construites, s'étendant sur 2400 km depuis le sud marocain jusqu'à la frontière mauritanienne, et patrouillées par 60 000 soldats. Pour défendre ce mur, les Marocains sont largement tributaires de la technologie américaine. C'était un mur très sophistiqué, devant lequel le terrain était divisé en carrés, chaque carré pouvant être arrosé par un tir concentré d'artillerie. Il serait immédiatement ciblé. Et c'est évidemment très désagréable quand tout vous arrive dessus en même temps. C'est pas boum boum boum, c'est 50 obus d'un coup. En plus, il y avait dans ces zones des capteurs visuels et acoustiques. Et dès que les Marocains entendaient quelque chose, ils ouvraient immédiatement le feu, en général assez meurtrier. Le mur change le visage de la guerre. Au début, les Sahraouis sont piégés par ses défenses, même si par la suite, ils apprennent à le percer. Le mur était vulnérable aux attaques sur toute sa longueur. Pour cela, il positionnait plusieurs groupes d'intervention. Chacun d'eux avait pour cible une portion de mur et ne devait sous aucun prétexte se déplacer, même s'il voyait le groupe voisin être la cible d'une attaque et être submergé. Les principales villes et les zones stratégiques situées derrière le mur restent effectivement aux mains des Marocains. Mais le roi Hassan II ne parvient toujours pas à s'assurer la victoire. Et des deux côtés, on s'enlise le long de cette immense ligne de défense. Le Polisario lutte aussi pour se faire accepter sur le front diplomatique. En 1987, il est déjà officiellement reconnu par plus de 70 pays. Et lorsque l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, accorde le statut de membre à part entière à la République arabe sahraoui démocratique, les Marocains s'en vont. À New York, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies ont adopté plus de 20 résolutions appelant à la fin du conflit. Pendant 13 ans, malgré le coût humain, aucun des deux camps n'a accepté de traiter avec l'autre. Mais le réalisme politique et le fardeau économique que représente cette guerre finissent par pousser le Maroc et le Polisario à rechercher un règlement. Finalement, en août 1988, les deux parties acceptent un plan de paix proposé par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar. D'abord un cessez-le-feu, et ensuite un référendum d'autodétermination. Salué par le monde entier, ce compromis est la première proposition de règlement global ayant l'assentiment des deux adversaires. Et pourtant, les combats reprennent. Guerre dans le désert et joute sur le front diplomatique. En 1991, un mois avant que le cessez-le-feu entre en vigueur, l'aviation marocaine bombarde Tifariti. C'est le dernier acte d'un conflit de 16 ans. Les deux parties ont enfin admis que les Sahraouis décideraient eux-mêmes de leur avenir. Pourtant, même si les armes se sont tues, le vote a depuis lors été ajourné à de multiples reprises et les polémiques à ce sujet ont jalonné les 8 dernières années. Aux dernières nouvelles, il est prévu pour juillet 2000. En attendant, une guerre, fût-elle oubliée, frappe toujours les plus vulnérables. Il y a ceux qui sont morts au combat, mais aussi les dizaines de milliers de réfugiés qui rêvent de rentrer chez eux. 24 années d'exil dans les camps ont vu toute une génération naître et accéder à l'âge adulte. Plus le temps passe, plus grandit l'amertume des Sahraouis et le nombre de ceux qui craignent que la seule réponse possible soit la reprise de la guerre du désert.